Bonsoir à tous, bienvenue à la une de ce journal. L'heure est à l'apaisement au plus grand marché de Libreville. Après une période de tensions qui régnait entre les commerçants, vous aurez de plus amples explications dans ce journal. Présidentielle 2023 au Gabon, une frange de l'opposition gabonaise lance une pétition aux citoyens en âge de voter pour une transition politique. Enfin, au Nigeria, les résultats des présidentielles toujours en attente après une troisième journée, une situation qui crée des vives tensions dans le pays. Nous ouvrons cette édition d'information avec les questions du One Forest Summit qui aura lieu à Libreville. Le président français Emmanuel Macron attendu demain dans la capitale gabonaise. Le président français envisage un nouveau partenariat entre la France et l'Afrique. Il a fait savoir hier dans son discours. Regardons ce reportage de Carmen Eyegé. Hier, dans son discours, le président français Emmanuel Macron a affirmé sa volonté d'une présence française diminuée et plus humble sur le continent. Pour éviter la répétition de l'histoire, il existe une autre voie que nous poursuivons désormais depuis 6 ans. Une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées. Et au fond, de bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable. Nous avons aussi, durant ces années, soutenu l'entrepreneuriat africain en y consacrant plus de 3 milliards d'euros entre 2019 et 2022, au travers de l'initiative Choose Africa. Nous allons amplifier cet effort en ciblant davantage les entrepreneurs français et africains qui sont confrontés aux risques et qui n'arrivent pas à accéder au crédit ou au capital de quelques centaines de milliers d'euros qui débloqueraient leur situation. Devant des représentants politiques, diplomatiques, militaires, mais aussi entrepreneurs, membres de la société civile et journalistes, le président de la France a fait le point sur sa tournée en Afrique centrale. Sur le plan militaire, le président annonce que les bases françaises sur le continent seront désormais en cogestion avec les pays hôtes dès les prochains mois. Le retrait des troupes françaises n'était pas à l'ordre du jour. Emmanuel Macron a préféré évoquer la possibilité de transformer les bases en académies. D'autre part, la délégation présidentielle élargira les discussions au partenariat économique. Nous dérisquerons davantage les investissements français en Afrique avec ces mécanismes et nous accélérerons la croissance des petites entreprises africaines qui sont à la frontière entre l'économie formelle et informelle. Enfin, d'un point de vue culturel, Emmanuel Macron a aussi annoncé une loi cadre pour procéder à de nouvelles restitutions d'œuvres d'art au profit des pays africains qui le demandent. Même quand on était plus cher que les copains, même quand les solutions de financement étaient moins... Toujours dans son discours hier soir, le président français s'est exprimé sur les véritables raisons de sa tournée en Afrique centrale. Du 1er au 5 mars, sa délégation se rendra à Luanda, à Brazzaville et à Kinshasa, juste après le One Forest Summit qui débute demain à Libreville. Sa visite, malgré le contexte politique gabonais, se concentrera sur les questions de l'environnement. Écoutons cet extrait de Carmen Eyegé. Bonjour, Sophie Eyegé, je suis journaliste à Libreville pour une télévision locale TV+. Je me demandais, comprenez-vous qu'à quelques mois de l'élection présidentielle ici au Gabon, avec un sentiment anti-France qui naît qui se propage en Afrique de l'Ouest et qui naît de plus en plus ici, que votre venue puisse susciter des réactions? Alors, je comprendrais si je venais faire un déplacement électoral à finalité strictement bilatérale ou politique. Mais nous irons précisément à Libreville pour faire ce en quoi je crois, c'est-à-dire une grande initiative internationale essentielle en matière de biodiversité. Le ministre sera à mes côtés, très cohérente avec ce que nous avons défendu dans les COP successives, y compris à Montréal, et de le faire dans un pays qui est concerné et que nous mettons en situation de leadership. Regardez ces dernières décennies, on a pris beaucoup de décisions pour les forêts, on les a prises dans beaucoup de capitales du Nord. Alors on peut continuer de décider, de Montréal à Paris, l'avenir des forêts primaires qui se situent en Asie du Sud-Est, dans le bassin du fleuve Congo ou en Amazonie. Moi, je trouve que c'est mieux de le faire avec les pays concernés et chez eux. Et donc le sommet de Libreville, puisque c'est ce pourquoi je viens parmi vous avec notre délégation dans quelques jours, est un sommet essentiel sur les forêts
pour lutter contre les déforestations, les dégradations, la perte de biodiversité, parce que la pression sur les forêts tropicales s'accroît. Et donc, fort de ce constat, de l'agenda international que nous avons bâti, nous avons choisi le Gabon. Donc, en organisant à Libreville ce sommet, nous avons souhaité valoriser la richesse des forêts africaines, encore trop méconnues du grand public, et associer d'ailleurs les autres pays du bassin du Congo, qui jouent un rôle essentiel. C'est le premier poumon de la planète. Le bassin du Congo est celui qui séquestre le plus de carbone devant l'Amazonie. C'est aussi un réservoir de vie qui s'étend sur plus de 240 millions d'hectares et qui contient des trésors inestimables de biodiversité. Et ça, il faut le dire, l'assumer, en être fier. Et ce que nous souhaitons faire, c'est créer aussi un modèle qui soit adapté à l'Afrique et qui ne vienne pas se plaquer sur le continent africain. Et donc l'objectif est à cet égard de rassembler ceux qui développent des solutions et les soutenir, avec des scientifiques, des entrepreneurs, des associations, des chercheurs, pour justement avancer. Le Gabon, par exemple, est un pays qui a su développer une politique de gestion forestière efficace, en interdisant l'exportation de bois brut en 2010 et en favorisant une économie qui transforme localement, de manière durable, et qui rémunère mieux sa population. Et donc l'objectif pour moi de ce sommet, c'est pourquoi j'assume pleinement de le faire maintenant, comme on en a pris l'engagement à Sharm el-Sheikh, c'est d'abord de mettre en place nos objectifs des différentes COP et surtout de réussir à valoriser le capital naturel dont ces économies disposent à profusion. Et c'est un des grands paradoxes. On sait rémunérer les reforestations dans nos modèles nationaux ou internationaux. On rémunère très mal le fait de protéger ce qu'on a. Et donc ces réservoirs de biodiversité. Et donc c'est ce que nous allons mettre en place, ce sera l'un des grands axes de ce sommet, fixer les paramètres d'un accord juste entre les pays forestiers et le reste de la communauté internationale, avec entre autres l'initiative Partenariat pour conservation positive, qui se résume assez simplement. C'est un contrat entre un pays forestier qui s'engage à protéger sa nature, et notamment les réserves les plus vitales de carbone et de biodiversité, en échange d'un soutien plus important de la communauté internationale. Et puis rappeler que l'Élysée rencontrera tout de même les partis de l'opposition qui le souhaitent jeudi prochain. Le porte-parole du gouvernement gabonais, Yves Fernand Fumbi, a animé une conférence de presse cet après-midi. Il s'est agi pour le porte-parole du gouvernement de faire le point sur les enjeux du One Forest Summit qui se tiendra demain à Libreville. Il s'est également exprimé sur les questions de prochaines élections présidentielles au Gabon. La suite de ce journal avec la clôture cet après-midi du One Forest Youth Forum. Durant 2 jours, les jeunes ont pu réfléchir sur les enjeux du développement des écosystèmes forestiers et la préservation de l'environnement. Maya Medza a recueilli quelques propos. Organisé par le Conseil national de la jeunesse du Gabon, CNJG, et le réseau des jeunes pour les forêts de l'Afrique centrale, REGEFAC, cette rencontre avait pour objectif d'impliquer la jeunesse dans l'action, les réflexions et les décisions prises autour du One Forest Summit. Alors, chers jeunes, je voudrais donc nous inviter à nous impliquer dans l'action, les réflexions et les décisions autour et toutes les autres initiatives autour du One Forest Summit. Chers jeunes, nous sommes donc attendus sur le chemin de l'engagement et de la détermination. Nous sommes une force de proposition. Il est l'heure que nous devons prendre notre destin. N'ayons pas de complexe d'infériorité. N'ayons pas de complexe de chaleur. Parce que l'Afrique que nous voulons, ça doit être décidé par nous-mêmes. C'est l'occasion pour ces jeunes et experts du monde entier de se rassembler, d'échanger des idées et de collaborer sur des projets qui ont un impact positif sur l'environnement. Cette rencontre d'aujourd'hui est importante pour la réalisation des objectifs du développement pour le développement, les objectifs du millénaire pour le développement et puis les objectifs de développement durable. À ce titre, le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, ARDN, que j'ai l'honneur de diriger, se fera le plaisir d'aider les organisateurs de ce forum.
Le One Forest Youth Forum, un moyen pour la jeunesse de réaffirmer son engagement dans la protection de la planète. Ce que nous faisons aujourd'hui dans cette salle, ce que nous allons faire bientôt au One Forest Summit, c'est justement d'organiser ce passage de relais d'une génération à l'autre. Pour le représentant résident de l'UNICEF, Noël Marie Zacré, qui soutient cette initiative de la jeunesse gabonaise, cadre avec l'atteinte de certains objectifs de développement durable, ODD. Et puis toujours dans le cadre du One Forest Youth Forum, les participants venus de 4 coins du monde, certains entre eux ont donné leur point de vue par rapport au déroulement de cette rencontre, mais aussi sur les points abordés lors de cet événement. Ils se sont exprimés au micro de Maya Meza. Tous ces jeunes réunis, c'est un espoir. Vous savez que la jeunesse, c'est l'espoir. La jeunesse, c'est le fer de lance. Et donc, il est important que la jeunesse prenne conscience, n'est-ce pas? Et que chacun puisse développer des réflexes, j'ai envie de dire, d'éco-citoyens. Nous savons effectivement le rôle que jouent les forêts dans la préservation de cet écosystème, notamment dans la résolution des problèmes du changement climatique. Il est important que les jeunes, justement, s'approprient cette lutte. Tout ça, c'est des questions qu'il faut discuter, savoir un peu nous qui sommes les jeunes, c'est nous qui sommes justement les héritiers de cette planète. J'ai joint ma voix à celle des 500 délégués venus des différents pays membres du bassin du Congo afin de justement faire entendre notre voix sur la problématique de la conservation de la forêt. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'annonce de l'événement du One Forest Summit fait lors de la COP en Égypte par le président Emmanuel Macron et le président gabonais Ali Bongo, il était donc également l'occasion pour que les jeunes prennent le leadership sur la problématique de la conservation des forêts, car nous sommes également très affectés et très impactés par la question de la gestion durable des forêts. Nous avons constaté que lorsqu'il s'agit des questions forestières, les chefs d'État, les chefs de gouvernement et la plupart des aînés se retrouvent entre eux pour décider des questions forestières. Alors que quand on parle des questions forestières, on parle d'agriculture, des agriculteurs qui sont jeunes, on parle des femmes et des jeunes femmes qui cultivent, qui utilisent la pêche, qui font la chasse, et on inclut rarement les jeunes dans ces débats-là. Les jeunes sont conscients de la question. Et puis au marché de la gare routière de Libreville, l'heure est à l'apaisement après des périodes de tension qui régnaient entre les commerçants. Jessica Andjoua s'est rendue sur le lieu pour faire le constat. Le point dans ce reportage. Les commerçants gabonais n'ont aucun problème avec ce ressortissant malien. Ce que nous voulons, c'est vivre et survivre. Ce regroupement de personnes faisait suite à l'opération Libérer les trottoirs il y a quelque temps. L'affaire a été tirée au clair. Il s'agissait d'un malentendu entre les commerçants de la gare routière. Le temps est revenu à l'apaisement. Nous avons été en conflit par un malentendu. Selon lui, nous avons mis de l'eau dans notre verre. Et c'est tout. Nous sommes revenus à la normale. Nous osons croire que ça ne va pas se répéter. Ce marché qui dure depuis plus de 15 ans déjà, nous souhaitons que nos autorités prennent cela à bras-le-corps pour essayer de nous reloger là. Parce que même là, ça ne nous fait pas plaisir. Le syndicat des commerçants était réuni afin de dénoncer certains agissements d'un ressortissant malien estimé injuste. Pendant quelques jours, le nommé Bachirou était au centre des tensions. Nous avons été surpris de voir les forces de l'ordre venir nous déguerpir. Et lorsqu'ils nous ont déguerpis, ils étaient premièrement arrivés parce que M. Bachirou les avait interpellés pour les bus qui étaient alignés tout au long de ces biens. Donc il avait demandé à ce que la police vienne les enlever. Mais malheureusement, au lieu que la mission s'arrête où elle avait été indiquée, ils sont maintenant venus de notre côté, ils ont déguerpi presque toutes les mamans et tous les jeunes qui sont installés ici. Maintenant, ce qui a fait déborder le vase, c'est la situation dont nous nous sommes retrouvés au tribunal de première instance de Libreville. À notre grande surprise, c'est M. Bachirou que nous trouvons. Et pourtant, nous n'avons jamais eu affaire avec M. Bachirou. Nous trouvons M. Bachirou qui arrive devant le procureur avec une plainte en main pour dire au procureur que non, il est venu déposer plainte. Le procureur a dû dire à M. Bachirou que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire la procédure officielle.
Donc, lorsque nous sommes sortis de là, nous avons compris que M. Bachourou ne nous veut pas du bien, que M. Bachourou voulait nous faire partie de là. Et le lendemain, M. Bachourou s'est rapproché de nous. Il a dit que ce n'était pas ça ses intentions. Tout ce que nous sommes en train de dire dans les réseaux sociaux, ça n'a jamais été ses intentions pour nous faire du mal, pour nous déguerpir. Il pense qu'il y a eu un malentendu et tout. Pour ces commerçants, le site semblait convoité par Bachourou. Le souhait de ses pères et mères de famille est de rentrer en possession du marché qui, depuis des années, est en construction. Nous restons en société pour parler de l'eau, source de vie, véritable denrée rare en Koltang Rai, dans le 2e arrondissement de la commune d'Untum. Pour s'approvisionner, les habitants sont contraints de parcourir de longues distances. Ils lancent un cri d'alarme aux plus hautes autorités. Jessica Anjo. À Koltang, plus précisément au Rai, plusieurs logements peinent à se procurer ce précieux liquide. Depuis des années, ce mal perdure, une source de vie recherchée un peu partout. Comment venir à bout de ce phénomène? Quand vous regardez au bord des maisons, là, est-ce que vous voyez même un robinet? Même pas un tuyau qui passe. Non plus de l'eau ailleurs, à 1 kilomètre. L'épaule est déjà même gaspillée avec les bidons de 20 litres que je mets sur l'épaule, là. Les fûts, je transporte. Il n'y a pas de l'eau, amenez de l'eau. Hein? L'argent que pour garder dans vos grosses maisons, là, les millions et les millions. Oui, il n'y a pas l'eau. Même pas une goutte d'eau. Même pas une goutte. Nous, on fait de l'eau emportée. On achète encore de l'eau chez les voisins, les Ouest-Africains viennent nous livrer et on achète l'eau à 15 000 chaque tour. Avec les travaux d'adduction en eau potable initiés par les plus hautes autorités du gouvernement, la difficulté d'approvisionnement en eau potable dans le Grand Libreville et bien plus dans les 3 autres communes se fait toujours sentir. Nous avons un Ouest-Africain qui avait fait son puits depuis qu'il est arrivé ici. C'est un puits qui alimente toute la population en saison sèche. Tout le monde se rabatte là-bas prendre de l'eau. Parce que quand il n'y a plus de pluie, on n'a plus de l'eau. Donc le Ouest africain a fait un grand puits là-bas. C'est ce puits-là vraiment qui ravitaille les gens. Mais quand le mois de septembre arrive, l'eau n'est plus bonne. C'est maintenant de la boue. On a le courant, il n'y a pas de problème. Mais l'eau, on n'en a pas. Une maman comme moi, je suis fatiguée. Si j'ai une machine à laver et que les enfants m'ont offert, je vais la brancher comment? Et la machine manuelle aussi, c'est du travail. Il faut prendre de l'eau, remettre dans la machine pour laver le linge. Une situation qui accroît les conditions de précarité dans lesquelles vivent les populations dans cette partie de la ville d'Untum. En politique, une transition pour parvenir à des institutions fortes à la tête du Gabon. C'est la volonté affichée par une frange de l'opposition gabonaise à travers une pétition adressée à tous les citoyens en âge de voter. L'objectif est d'obtenir la signature de plus de la moitié des électeurs pour stopper le processus électoral en cours. Estelle Amvan. Comme plusieurs habitants de son quartier, Christopher adhère à l'appel à la transition d'une frange de l'opposition gabonaise. La signature de la pétition fait foi. Parce qu'on veut le changement en fait. Depuis on veut la même chose. Toutes les répétitions là, on ne veut plus que ça puisse se répéter en fait. Nous voulons le changement. C'est pour laquelle Partie prenante à la concertation politique dont les résolutions seront traduites en texte législatif. Pour donner le ton des prochaines élections, le Rassemblement pour le Gabon défend tout de même l'idée d'une remise à plat des institutions. Faisons le même constat que le Gabon va très mal. Et à tous les niveaux, et à partir de cet instant que le constat est le même par tout le monde, alors il était donc de bon aloi et de bon temps que le Rassemblement pour le Gabon, qui a cette fusion avec d'autres partenaires de l'opposition et même certains de la majorité qui partagent l'idée de présenter au peuple gabonais la transition. Et lors de la concertation, nous avons de long en large expliqué le bien fondé de cette transition politique qui nous permettrait de remettre en place des institutions véritablement fortes. Si pour l'heure, aucune deadline n'est définie, l'objectif est clairement établi. Nous avons 98 000 signatures de la pétition de tous ceux qui veulent qu'il y ait transition politique.
Ça fait seulement 3 semaines que nous avons lancé cette pétition. Donc si vous avez 300 000 signatures sur 600 000 électeurs, ça voudrait dire la moitié de l'électorat ne voudrait pas aller aux élections dans les conditions actuelles. Les acteurs politiques engagés dans cette dynamique entendent se déployer sur toute l'étendue du territoire pour convaincre le grand nombre. Vie des partis et installation du bureau du mouvement national des jeunes RPGistes. L'événement s'est tenu le week-end écoulé. C'est dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la dynamique de la vie de parti à la veille de futures échéances électorales. Retrouvons une fois de plus Estelle Amvan. Au terme de leur installation officielle par le président du Rassemblement pour le Gabon, le RPG, Fabrice Elamiko et son bureau sont désormais les nouveaux visages des leaders jeunesse de ce parti de l'opposition. Une responsabilité dont ils mesurent les enjeux. Nos bureaux que vous venez d'installer par ma voix vous réitèrent son engagement, son soutien, sa gratitude, tout en vous rassurant de transmettre fidèlement l'idéologie politique du parti auprès de la jeunesse. Pour ce qui est de leur programme d'action, à quelques mois des futures échéances électorales, ils misent sur la proximité pour passer leur message. Nous, jeunes rassembleurs et rassembleuses, prenons la résolution de faire rentrer dans la maison RPG le plus grand nombre de jeunes à travers un certain nombre d'activités que nous organiserons dans les jours à venir. Le nouveau bureau du mouvement national des jeunes du Rassemblement pour le Gabon est composé d'une mixité culturelle et de genre. Nous parlons à présent de coopération avec la signature de contrat de don ce matin entre l'ambassade du Japon et l'association des sages-femmes du Gabon. Le contrat porte sur le projet de fourniture d'équipements médicaux au centre de santé maternelle et infantile du Grand Libreville. Chimène Nindon était sur les lieux. L'ambassade du Japon et la présidente de l'association des sages-femmes du Gabon ont procédé ce jour à la cérémonie de signature de contrat de don pour le projet de fourniture d'équipements médicaux des centres de santé maternelle et infantile du Grand Libreville. Il y a moins d'1 an, nous avons adressé une demande d'aide à l'ambassade du Japon au Gabon et au bout de 6 mois, nous avons reçu une réponse favorable à notre demande. Ce don est composé de 10 cardiotocographes, communément appelés appareils de monitoring portable, un échographe portable et un stérilisateur pour un montant de 50 477 €, soit plus de 33 millions de francs CFA. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé et des Affaires sociales, ce projet vise à améliorer la qualité de service du personnel de santé concerné par le projet de don, de même qu'à permettre aux femmes enceintes se faisant suivre dans ces structures d'accéder à une meilleure prise en charge. Ces dons vont contribuer dans les structures sanitaires bénéficiaires à l'amélioration des résultats relatifs à la santé sexuelle, procréative, maternelle et néonatale. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants au gouvernement japonais pour ses nombreuses réalisations en faveur de notre système de santé et plus particulièrement du bien-être de la mère et de l'enfant. La présente cérémonie donne au Japon l'opportunité de réaliser le 29e projet de don dans le domaine de la santé publique et le 89e micro-projet depuis 1997. Célébration aujourd'hui de la journée internationale des maladies rares. La rédaction a fait un focus sur quelques-unes de ces maladies et les personnes qui en souffrent. Ralph Lenyongo nous en dit plus.
Ce sont plus de 600 événements et actions de sensibilisation qui sont menés tout au long de cette journée dans plus de 100 pays à travers le monde. Organisée par la Fédération Erreur 10 qui regroupe notamment les associations de patients et les chercheurs, cette journée a pour objectif un égal accès au diagnostic et aux soins pour les personnes malades, quel que soit leur pays d'origine. Elle est aussi l'occasion de rappeler les besoins en matière de recherche et d'accompagnement des malades, de défendre ces pathologies en tant que priorité des droits de l'homme au niveau local, national et international pour une société plus inclusive. Elle est organisée par des associations de patients, mais tout le monde peut y participer. Familles, soignants, professionnels de santé, chercheurs, cliniciens, décideurs politiques, représentants de l'industrie et le grand public. Cette journée est essentiellement marquée par des actions d'information et de sensibilisation sur les maladies rares. Mais qu'est-ce qu'une maladie rare? C'est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000. Un individu peut être atteint d'une maladie rare dès la naissance. Elle peut aussi se révéler ou se déclarer dans l'enfance ou à l'âge adulte. Les maladies rares sont souvent sévères, chroniques et d'évolution progressive. On compte entre 6 000 et 8 000 maladies rares identifiées aujourd'hui dans le monde. Près de 300 millions de personnes en souffrent. Parmi ces maladies, 70 sont génétiques, mais aussi les cancers. Et oui, un cancer sur 5 est rare. 85% des maladies rares ne disposent pas de traitement permettant d'en guérir et les patients attendent en moyenne 4 ans pour obtenir un diagnostic. À l'intérieur du pays, plus précisément à Franceville, on parle de la première édition de valeurs culturelles et sociales, une initiative du lycée technologique de Lekoni dans les plateaux au Batéké, occasion pour ces apprenants de ce temple du savoir de montrer leurs connaissances en matière d'expérience culturelle altogovéenne. Wilson Bobakassa, notre correspondant, nous fait le point. L'édite des valeurs culturelles et sociales organisée par la direction du lycée technologique de Lekoni a tenu toutes ses promesses au regard de la multiplicité des différents ateliers animés par les apprenants de ce temple du savoir. Au nombre des activités retenues, la célébration du mariage coutumier dans la pure tradition Téké. Beaucoup de ma génération, voilà, nous on se base déjà sur les langues étrangères, on oublie nos origines. Donc le message exact, c'est ramener notre jeunesse d'aujourd'hui aux origines, à prendre conscience de la langue maternelle, de la langue paternelle. Des instants qui ont su laisser certains convives sur leur faim. C'est un sentiment de joie. Et comme c'est la première édition, vraiment c'est une réussite. Mais je souhaiterais que cela se répète. Une première édition organisée avec un objectif bien précis. Les élèves, surtout dans nos établissements, se livrent à des actes de violence. Et nous avons pensé qu'il fallait trouver une stratégie pour faire face à ces violences en milieu scolaire. Notre ministère, c'est un ministère qui prône également l'éducation. L'éducation ne doit pas se limiter aux aspects purement pédagogiques, mais il faut aussi que les élèves reçoivent quelques notions de la culture. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Page internationale présidentielle au Nigeria, les résultats toujours en attente pour la troisième journée consécutive. La lenteur des décomptes et les accusations de manipulation alimentent les tensions dans le pays. Sidel Animal. Plus de 87 millions d'électeurs ont voté samedi pour choisir parmi 18 candidats le successeur de Muhammadu Buhari, qui aura la lourde tâche pendant 4 ans de redresser le pays le plus peuplé d'Afrique, plombé par une économie en berne, les violences récurrentes de groupes armés et de bandits, ainsi qu'un appauvrissement généralisé de la population. Lundi soir, après avoir effectué une partie du décompte, la commission électorale avait jusqu'ici annoncé les résultats officiels de la présidence dans 14 États sur les 36 du pays. Et Bola Tinubu du parti du président sortant menait avec plus de 3,8 millions de voix contre 3 millions de voix pour Atiku Abubakar, le candidat du PDP, le principal parti d'opposition. Les deux devançaient Peter Obi, dont la popularité auprès de la jeunesse, qui le voit comme intègre et compétent, a pris tout le monde de court. Il a créé la surprise en remportant le plus grand nombre de voix dans l'état stratégique de Lagos, la capitale économique aux 20 millions d'habitants. Toutefois, ces résultats ne sont pas définitifs.
puisque la grande majorité des États restaient encore à être annoncés, notamment les États clés comme Kaduna et Kano au nord du pays. Le vote de samedi s'était globalement déroulé dans le calme, malgré quelques incidents sécuritaires et des couacs logistiques. Mais des retards dans le décompte et d'importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats ont alimenté les inquiétudes et accusations de fraude. Les représentants des partis opposés à celui de Bola Tinubu accusent le parti au pouvoir d'influencer la commission électorale. Certains ont même demandé la suspension de l'annonce des résultats. Sport football, l'attaquant de couloir du club Saint-Éloi Lupopo de la RDC, République démocratique du Congo junior, Bayano Obiang, a une chance d'être convoqué parmi les 23 joueurs qui seront appelés par le coach Patrice Neveu lors de la double confrontation entre le Gabon et les crocodiles du Nil du Soudan les 23 et 27 mars prochains. Une bonne nouvelle pour le natif de Yam. Des précisions avec Jeremy Goma. Une célèbre maxime dit qu'à force d'y croire, l'on finit toujours par être récompensé. C'est ce qui arrive à Junior Bayano Obiang, joueur évoluant au Cheminot de Saint-Éloi Lupopo, qui vient d'être présélectionné par Patrice Neveu, sélectionneur national des Panthères du Gabon. C'est forcément une nouvelle qui réjouit le natif de Yem, passé par l'Union sportive de Bitam, Bwengidi Sport FC et Manga Sport. Pétri de qualité, très à l'aise techniquement, celui qui se fait affectueusement appeler Neymar arrive dans un groupe élargi de Patrice Neveu dans lequel il souhaite donner la chance aux joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés. Bien que cette présélection n'est pas définitive, car il y aura un retrait de 10 joueurs pour n'en garder que 23, dans l'optique d'affronter les crocodiles du Nil du Soudan lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, prévue pour les 23 et 27 mars prochains. Crédité d'une performance XXL avec son club contre Al-Akdar en Coupe des Confédérations africaines de football, dont il a eu le mérite d'être homme du match, des prestations que le technicien français aime à quelques semaines de cette double confrontation. Dans cette liste élargie dressée par Patrice Neveu, outre Junior Bayano Obiang, on note également la présence de l'attaquant Orphen Bina, sociétaire du club de Chamaillère en 4e division française. Chris Junior Ennemi Bekale du Sheriff Tiraspol de Moldavie fait également partie de cette liste. Le championnat domestique n'est pas en reste car le milieu de terrain de Manga Sport FC, Samson Bingi, qui a été auteur d'un début de saison remarquable, fait aussi partie de la liste du technicien français. Dans l'attente des prochains événements, l'objectif reste l'obtention du ticket pour la Côte d'Ivoire. National Foot, hécatombe de l'équipe chère au département du Wele a eu lieu le week-end écoulé devant son immense public qui croyait comme faire au match de l'Union sportive de Yem. Malheureusement, ce sont les visiteurs de l'Union sportive de Bitam qui se sont imposés 1 but contre 2 et retournent avec 3 points. Jeremy Goma nous fait le point de ce match. L'Union sportive de Yem recevait l'Union sportive de Bitam sur ses installations au stade d'Aquacam, nouvellement rénové. Un derby de 2 villes voisines de la province du Haut-Lintem qui aura tenu toutes ses promesses. 1 but contre 2 en faveur des visiteurs de l'Union sportive de Bitam. À l'entame de cette rencontre, l'Union sportive de Bitam a pris les choses en main et lance véritablement le derby grâce à un but de Marc Eyamba à la 19e minute. 1-0, c'est l'euphorie dans les tribunes côté bitamois. Ce sera le score à la pause. De retour des vestiaires, le Nordico est relancé avec la même envie. Les poulains de l'expérimenté coach Claude Pascal Kossi, qui ont ouvert le score en première période, font le break par l'entremise de Yoni Oyumi à la 60e minute, 2-0. Très poussif, les joueurs de l'Union sportive d'Oyem trouvent la faille et réduisent le score à la 81e minute par l'entremise de Henri Eyene Obam. 1 but contre 2, le score ne changera plus jusqu'à la fin de la rencontre. Les Oyemois peuvent nourrir des regrets.
Encore appelé le Nordico ou Derby du Nord, le stade d'Aquacam a donc été le théâtre d'un match très plaisant. Les joueurs de l'Union sportive de Bitam ont pris les 3 points sur leur adversaire du jour, dont plusieurs améliorations devront être faites. L'USB, en remportant ce match, s'inscrit véritablement sur une dynamique positive après avoir battu Manga Sport de Mwanda et Lozo Sport. Ça leur permet justement de se hisser à la 4e place du classement général de ce championnat national de première division. L'Union sportive de Bitam confirme véritablement sa suprématie dans le derby nordiste. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programmes sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.